Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés podcast bimensuel, sponsorisé par eToro. Et comme toutes les 2 semaines, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver voilà, après notre webinaire qui a été un grand succès d'ailleurs. Mm, Alors, vous pouvez toujours le consulter d'ailleurs sur le site, mm. mais on est content de vous retrouver pour notre podcast avec beaucoup d'actualités. Ouais, voilà, beaucoup d'actualités. Alors évidemment, on va parler de la France, parce que ça bouge beaucoup au niveau de la France, notamment taux de chômage, l'économie française, qui continue de s'enfoncer. On va parler également de la dette avec Emmanuel Macron qui veut encore nous endetter encore plus. Ensuite, on va bifurquer un petit peu sur la microéconomie. On va faire un focus sur Stellantis. Stellantis qui est donc au plus bas historique de sa courte histoire boursière. Mais justement, derrière, on va voir en fait qu'est-ce qui milite pour cet effondrement du titre. Et pour terminer, comme à chaque fois, on va parler des marchés boursiers qui tiennent bien finalement. On a eu des petites secousses sur les valeurs tech américaines. Mais dans l'ensemble, on a des marchés qui tiennent bien ce début d'année. Alors, on va démarrer, Marc, avec donc la France qui justement avec les faillites d'entreprises qui continuent de battre des records et un chômage qui continue d'augmenter. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on me dit souvent, non, vous êtes trop pessimiste sur la France, etc. Donc moi, j'ai envie d'être optimiste. D'ailleurs, je suis de nature optimiste. Antoine peut en témoigner, hein, je suis vraiment quelqu'un Mm. d'optimiste. Mais je me dois d'être réaliste avant tout. Et donc là, on vient d'avoir les chiffres de la Banque de France sur les faillites d'entreprise et de l'INSEE sur le chômage. Et malheureusement, la catastrophe continue. Donc on va voir avec quelques slides, quelques graphiques tout à fait officiels. Mon premier graphique, justement, qui montre les faillites d'entreprise qui explosent. Donc là, on voit toutes les faillites d'entreprise données à quasiment 70 000 sur 12 mois. Alors on me dit, oui, mais bon, c'est un petit peu truqué parce que ces 70 000, il y a beaucoup effectivement de création d'entreprises. Alors effectivement, je vous ai mis les chiffres également de l'INSEE sur le slide suivant. Vous voyez que sur l'année dernière, on a créé 1,165 million d'entreprises. Donc aujourd'hui, on me dit oui, il y a 7 millions d'entreprises en France à peu près, c'est vrai. Sauf que attention, n'oublions pas que 96% de ces entreprises ce sont des micro-entreprises et elles ont entre 0 et 1 salarié. Et même 98% de ces entreprises qui ont entre 0 et 2 salariés. Vous voyez, donc c'est pourquoi quand on regarde ce chiffre global, évidemment, il est un petit peu truqué, mais même ces créations d'entreprises, ce chiffre évidemment complètement alambiqué. C'est pourquoi il faut regarder une réalité en regardant donc justement ces défaillances d'entreprises hors micro-entreprises. Et là, regardez bien ce graphique vraiment extrêmement triste. Donc ça continue d'augmenter justement sur ces défaillances d'entreprises, donc hors micro-entreprises, je précise, c'est très important. Donc, regardez bien les chiffres. Donc alors évidemment, depuis le plus bas de octobre 2021, vous savez, il y avait le quoi qu'il en coûte, on a aidé toutes les entreprises, même ce qu'on appelait les entreprises zombies. Là, ça a augmenté de 311%, les faillites d'entreprises, 311% de hausse, mais on va dire oui, mais c'était le plus bas. Alors si on regarde depuis 2017, donc avant le corona, avant tout ça, ça fait quand même plus 100% de hausse des faillites d'entreprises. Vous voyez, quand on me dit ouais, on a fait une politique de l'offre en France depuis 2017, je vois pas où est cette politique de l'offre parce que quand on voit que ces faillites d'entreprises ont augmenté de 100%, il y a bien un problème. Et même par rapport au sommet de la récession de 2009, vous voyez 14,5% d'augmentation par rapport au sommet historique de la récession de 2009. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On nous dit non, il n'y a pas de récession. En tout cas, pour les entreprises, c'est pire que la récession de 2009. Alors regardez bien, je vous ai fait également un graphique avec là qu'on appelle les ETI, ça veut dire les entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises. Et ben là aussi, ça explose. Regardez bien ces chiffres. 530% de hausse depuis juin 2022, 142% de hausse depuis 2017, et on est 10,5% au-dessus du sommet de novembre 2009. Donc encore une fois, là, ce sont les grandes entreprises. Voyez, et les ETI. Donc, quand on me dit, par exemple, le gouvernement, on l'a évoqué là, il y a 15 jours, nous dit oui, on va augmenter les impôts, mais que sur les 300 plus grandes entreprises françaises, donc l'économie française n'en souffrira pas. Mais regardez bien ce qui se passe pour les grandes entreprises. Les faillites explosent. Et derrière, là, évidemment, on a des salariés. Les 300 grandes entreprises françaises, c'est 8,1 millions de salariés. Donc, si ces entreprises sont faillites, eh bien, évidemment, derrière, ça veut dire qu'il y a des personnes au chômage. Parce qu'il y a des plans sociaux, donc du chômage
chômage qui augmente. Et donc, c'est également le chiffre qu'on a eu la semaine dernière de l'INSEE. Donc, justement, sur le quatrième trimestre 2025, regardez bien, on est à 7,9% de taux de chômage, donc ce qu'on appelle de catégorie A, hein, ça veut dire le chômeur qui n'a pas du tout travaillé, qui fait une recherche active d'emploi et qui est immédiatement disponible. Là, on est à 7,9% et que la tendance est bien haussière. Et si on regarde la courbe rouge, c'est-à-dire qu'on appelle le taux de sous-emploi, ça veut dire toutes les catégories de chômage, là, vous voyez qu'on est quasiment à 17%, 16,9% du taux de chômage. Donc c'est ça la réalité du chômage en France. Et si on regarde sur le graphique suivant, évidemment, le plus grand dame, c'est évidemment le chômage des jeunes. Regardez bien ce chiffre incroyable, hein, c'est le chiffre de l'INSEE. Regardez bien cette ligne droite. Comme vous le savez, on a tout fait justement pour que les jeunes ne soient pas dans les statistiques du chômage. Donc on leur met des stages, on leur fait faire des études de bac plus 5 ou bac plus 10 avec aucun débouché à l'arrivée, mais c'est pas grave, on dit quand ils sont dans les études, ils ne sont pas dans les statistiques du chômage, mais là évidemment de temps en temps on retrouve la réalité. Regardez bien cette ligne droite sur la fin de la période, 21,5% d'augmentation du taux de chômage des moins de 25 ans. Ça veut dire une hausse de 2,8 points sur un an, la plus forte hausse depuis 2013. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même pendant le corona, on n'a pas vu ça. Taux de chômage des jeunes, plus 2,8 points sur un an. On n'a jamais vu ça, une telle hausse depuis 2013. Voilà la réalité du chômage en France. Donc évidemment, c'est très triste. Et alors le pire, c'est que si on se compare à nos voisins, hein, on voit sur le graphique suivant, et ben là, voilà, on voit le taux de chômage, donc toujours de catégorie A, donc, qui a baissé dans la zone euro. On est à 6,2%, alors que nous, on est à 7,9%. C'est en train d'augmenter. Je vous rappelle que jusqu'en 2015, il y avait un taux de chômage de la zone euro qui était supérieur à celui de la France. Hein, c'est la courbe bleue ici. Nous, c'est la courbe rouge. Puis à partir de 2017, vous voyez, ben là, alors évidemment, les deux chômages ont baissé parce qu'on avait le quoi qu'il en coûte, on avait évidemment la planche à billets de la BCE, voilà, etc. Donc la dette. Donc c'est vrai que tout le monde en a bénéficié. Hein, donc dès 2017, bon là, c'était pas encore le quoi qu'il en coûte, mais c'était la planche à billets. Après, le quoi qu'il en coûte, etc. Sauf qu'après, le taux de chômage de la zone euro, la courbe bleue, ça baisse, alors que nous, ça repart à la hausse. Donc on est bien à 7,9%. On a cet écart énorme, hein, qui ne cesse de se creuser. Et c'est encore pire pour les moins de 25 ans, malheureusement. Là aussi, il y a un taux de chômage graphique suivant sur donc c'est la courbe rouge ici sur la France. Vous voyez cette courbe droite, 7,9%, c'est 21,5%, c'est évidemment dramatique. Alors que le taux de chômage de la zone euro, 14,6%. Vous voyez bien, on n'a jamais eu ça, un tel écart entre le taux de chômage des moins de 25 ans en France et dans la zone euro. Donc il est bien en train de se passer quelque chose en France, malheureusement, qui nous coûte extrêmement cher et qui est très douloureux pour notre économie, bien entendu. Alors, juste pour terminer, on voit les perspectives de chômage, avec là aussi, c'est les chiffres de l'INSEE, hein, toujours encore des chiffres officiels, et donc les perspectives de chômage, donc selon les chefs d'entreprise, vous voyez qu'on pourrait atteindre 9%, voire même plus, hein, d'ici la fin de l'année. Donc là, c'était mes prévisions, je vous avais dit 8% de taux de chômage en fin 2025, on est à 7,9%, bon ok, et on pourrait atteindre 9% fin 2026. Donc c'est là où c'est la fin du film. C'est là où effectivement, le taux de chômage qui augmente, eh bien, ça veut dire que ça casse complètement, hein, la situation économique. Si vous voulez, il y avait deux totems, hein, de l'ère Macron, entre guillemets. C'était la réforme des retraites. Donc, comme vous le savez, avec le budget, elle a été mise de côté. Et donc, maintenant, on avait le chômage qui, soi-disant, baissait. Ben voilà, mais là, on retrouve la réalité. Le chômage qui est en train d'augmenter. Donc, qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Et c'est là où c'est très dangereux, avec une crise sociale, une crise sociétale qui pourrait malheureusement marquer l'économie française pour les prochains mois. Alors, on va passer à la seconde partie, donc l'Europe maintenant. Macron donc souhaite augmenter la dette publique de 1200 milliards d'euros par an. Donc, Oui, alors ça, c'est assez c'est- incroyable parce que la Mm, news est presque passée inaperçue la semaine mm. dernière. C'est la semaine dernière que M. Macron a dit, mais voilà, donc non content d'avoir fait exploser la dette publique, on nous dit on va continuer de l'augmenter. Vous voyez, on nous dit donc maintenant, ce chiffre est complètement fou, hein. C'est M. Macron qui l'a dit, hein. Donc il veut que l'Europe s'endette, c'est-à-dire que c'est plus nous. Nous aussi, on veut toujours s'endetter, bien sûr, mais il veut que l'Europe, donc on mutualise la dette, 1200 milliards d'euros de nouvelles dettes par an. Vous vous rendez compte, Mm, par an. C'est quand même assez mm. incroyable. Ou alors on dit non, attendez, non, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, hein, c'est pour les investissements stratégiques, l'intelligence artificielle, la transition écologique, etc., le quantique. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On n'a pas, on n'a pas investi là-dedans. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Mais bon, on marche sur la tête et donc on dit on va mutualiser cette dette. C'est-à-dire, en fait, c'est pas chaque pays qui va s'endetter, mais l'Union européenne qui va s'endetter comme elle a pu le faire pendant le Covid. Alors, ce qu'on oublie par exemple, c'est que
Je vous ai mis le niveau de la dette justement dans la zone euro et en Europe dernièrement. Vous voyez les chiffres du troisième trimestre, c'est le slide suivant. Vous voyez, on est à 15 253 milliards d'euros de dette pour l'Union européenne. Vous voyez, donc quand même, ça a Mm. augmenté de 4 300 milliards depuis 2020, c'est pas rien. 82,1% du PIB, hausse de 4,6 points depuis la fin 2019. Là, on dit oui, mais les Américains font pire. C'est sûr, mais eux, les Américains, ils financent leur dette grâce au poids du dollar dans les réserves de change mondiales. C'est en train de baisser, c'est vrai, mais néanmoins, ça reste, je dirais, ça soutient quand même cette dette. Alors que nous, la part de l'euro dans les réserves de change, elle n'arrête pas de baisser. Donc, ça va être compliqué de financer. Alors, petit point quand même intéressant, pour rappeler que la France, justement, vous voyez, hein, c'est 22,8% de la dette publique de l'Union européenne et 25,1% de la dette de la zone euro. Donc, on est le premier contributeur, si vous voulez, à la dette publique globale. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie de passager clandestin. On dit pour pas que ça se voit trop, maintenant, on va vouloir que ce soit l'Europe qui s'endette à notre place. Mm. Évidemment, comme je dis souvent, ce n'est pas sérieux et surtout c'est très dangereux parce que la plupart des pays, évidemment, européens ne veulent pas faire ça. Tous les pays européens aujourd'hui sont en train de réduire leur dette publique et nous, on veut encore l'augmenter. Donc ça ne passe pas. Et là, je pense que M. Macron prend un risque énorme. Il pourrait évidemment casser dire la zone euro, c'est-à-dire en fait, on va avoir des dissensions sur la zone euro. On voit ici la part de la dette publique donc française dans la dette publique de la zone euro. Vous voyez, on est à 25,1% et ça n'a pas arrêté d'augmenter. Dans les années 2000, on était troisième, derrière l'Italie, derrière l'Allemagne. Maintenant, on est donc premier, loin devant l'Italie, loin devant l'Allemagne. Donc, ce qui veut bien dire que là, attention, c'est nous qui aujourd'hui contribuons à cette dette le plus. Et donc, vouloir que ce soit l'Europe qui s'endette, voilà ce que j'écris là, stratégie de passager clandestin, et ça serait évidemment extrêmement dangereux. Alors, je vous ai fait un petit graphique parce que on me dit oui, mais bon, on est quand même la France, c'est vrai, mais ce qui fait beaucoup de peine pour nous, les Français, c'est regardez bien. Je vous ai laissé un graphique, donc on a créé la zone euro en 1999. Et là, on va voir pays par pays combien d'années chaque pays n'a pas respecté le critère de déficit public par rapport au PIB. Vous savez, normalement, c'est 3%. Bon, normalement, ça devrait être zéro, mais on dit, bon, 3%. OK, allez, on vous fait un petit cadeau, 3%. Regardez bien, la France est numéro un. La France est le pays qui, pendant 21 années, donc de 99 à 2025, sur 26 ans, pendant 21 années, on n'a pas respecté le critère de déficit public par rapport au PIB. Même la Grèce, même le Portugal, même l'Espagne, vous voyez, la Grèce, ça fait 17 ans. Pendant 17 ans, on n'a pas respecté. Maintenant, d'ailleurs, elle le respecte, elle a réduit son déficit, même elle est en excédent. Alors que nous, on continue de ne pas le respecter. 21 années, vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous sommes les cancres de la zone euro, le pays qui respecte le moins les règles. Et maintenant, on veut dire, non, mais il faut que vous vous endettiez à notre place. Non, encore une fois, ce n'est pas sérieux. Encore une fois, c'est très dangereux pour la crédibilité de la France au sein de la zone euro. Et donc, on pourrait même créer des dissensions. Vous voyez, ça, je vous mets la dette publique. Là où ça a le plus augmenté en 2025, c'est aussi en France. 4,5 points de PIB. Et c'est là où ça peut être très dangereux pour l'avenir de la zone euro, qui, je pense, va connaître une crise existentielle dans les prochaines années. Voilà. Non, effectivement, ce sont des chiffres qui font peur et effectivement, le fait que nous soyons le pays qui est le moins respecté le critère des 3% est assez Ça fait mal, hein. incroyable. C'est Non, mais assez c'est vrai que incroyable. voilà, ce graphique, je suis un des rares à l'avoir fait. Ouais, Enfin, en tout cas, je l'ai vu nulle part, en tout cas. oui, oui. Peut-être certains l'ont fait. Mais je veux dire, voilà, j'avais eu cette idée déjà il y a je crois qu'il y a un an, j'avais fait. Il y a un an, il y avait 20 ans. Maintenant, on a 21 années. Ouais. Et il y aura 22 Oui, ans il y avec aura 22 ans l'année prochaine 22, et très, 23, 24. On peut voilà. monter tranquille comme ça, parce Ouais. qu'on ne va pas Jusque- respecter le critère de 3% au moins ouais. jusqu'en 2030. Parce que je veux Oui, dire, oui, donc ça peut oui, être oui. Non, c'est très, très sûr. dangereux. Quand on regarde les budgets qui sont votés, non, ça c'est certain. Et surtout que Alors, tous les autres pays font des efforts. Ça qui est dramatique. oui, Alors, nous, on ne sait pas. oui, oui. Alors on va changer de sujet maintenant, on va parler Oui, justement de la microéconomie, on va parler de Stellantis. Stellantis, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est né de la fusion entre d'un côté Fiat Chrysler et de l'autre Peugeot, PSA, le groupe PSA, donc Peugeot, etc. Et du coup, on avait plutôt des débuts prometteurs pour Stellantis au départ, avec Carlos Tavares. Et au fur et à mesure, depuis 2 ans, on va dire, 3 ans, ça a commencé à dégringoler pour finalement un titre qui s'effondre. Donc tu vas nous ouais. en parler, Marc. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que là, je fais un peu de microéconomie. C'est vrai Hmm, que moi, j'ai eu énormément de questions, notamment sur ma chaîne YouTube et ailleurs. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe avec Stellantis? Parce que c'est vrai que ces chiffres me font quand même froid dans le dos. Là, on a affaire à une entreprise, une des premières entreprises mondiales de l'automobile, si vous voulez. C'est quand même pas n'importe quoi. Vous voyez, hmm. regardez bien ces chiffres. Alors, sur une seule journée, le 6 février, justement, où Stellantis a annoncé
des pertes plus fortes que prévues. Regardez bien, ça a chuté de 25,2% sur une journée. Le cours de Mhm. bourse, 25,2%. Vous voyez? Alors que déjà l'année dernière, on a vu la même chose en mars 2025, ça a fait 43,1% de baisse en quelques semaines. Vous voyez? Donc au total, depuis 2025, depuis mars 2025, regardez bien cette descente aux enfers, moins 54,7%. Bon, c'est au plus bas depuis, alors ça a un petit peu remonté, c'est vrai, là, depuis, mais là, ça rebaisse, ce matin, je regardais. Bon, Mhm. donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tu l'as dit, Antoine, on nous disait, oui, c'est une entreprise formidable, regarde bien. Ouais. Alors là, évidemment, Ah oui. depuis 2024, ça, Bah, ça on voit que défile en temps de temps. 2022-2023 ont été de très bonnes années, hein. Oui, On a oui, eu bien sûr, non, une parce qu'en fait, progression comme du tu l'as titre bien assez dit, bah, c'était importante. une fusion. Donc, au Voilà. début, M. Tavares avait dit oui, oui, on va avoir des synergies, ça va être formidable, etc. Mais Mhm. bon, donc, ça a un petit peu pris, hein, c'est vrai, hein, parce qu'on Ça a avait quand pris. même une fusion à un groupe Mhm. mondial, un des premiers mondiaux, justement. Et là, depuis 2024, regarde bien 4. ce chiffre, Mhm. moins 77,5%. Donc, je pense évidemment à tous les pères de famille qui ont acheté du Stellantis, à tous les salariés de Stellantis, parce qu'il y Mhm. en a beaucoup également qui ont dû acheter, mettre dans leur plan d'épargne retraite ou dans leur plan d'épargne salariale, en disant oui, oui, voilà, on fait confiance dans notre boîte. Rendez-vous compte, moins 77,5%. Oui, Alors, Action de savoir, parce que maintenant ça va redémarrer. Alors, mhm. le problème, c'est que le drame, Mhm. donc tu l'as dit, je reviens pas. Voilà, vous avez là, je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'est ce groupe. C'est un groupe formidable, hein. Voilà, on a toutes ces belles marques, hein, alors des marques Mhm. italiennes, des marques américaines, des marques françaises. On a même Maserati, tu vois ce que je veux dire. Donc Ouais, voilà, ouais, voilà ouais. Dodge, Ok. etc. Bien sûr Chrysler, bon Alfa Romeo, bon chez nous les Citroën, Opel, Peugeot, etc. Opel, bien sûr. Là aussi, c'est, tu vois, on avait, c'était une fusion globale où tout se passait bien. Voilà, et Mhm. puis après. Ben voilà, malheureusement, tout s'est effondré, puisque on avait eu des stratégies, comme on vient de le dire sur le slide suivant, de M. Ouais. Tavares qui nous avait dit non, ne vous inquiétez pas, tout est Mhm. sous contrôle, tout est formidable. On va passer au 100% électrique en Europe d'ici 2030. Ça, c'est Mhm. intéressant parce que, si tu veux, là, on voit comment les décisions politiques donc, européennes, qui étaient catastrophiques, ben, elles vont avoir des impacts sur nos entreprises. Parce Ouais. qu'évidemment, on dit les entreprises, bah oui, nous aussi. Tavares, ça veut dire oui, on va passer à 100%, tout va bien se passer. Voilà, bon, j'ai mis un petit chiffre parce que, bon, comme vous le savez, il y avait justement une polémique à l'époque sur sa rémunération. Donc, entre 2021 et 2024, il a eu quand même 100 millions d'euros, M. Tavares. Vous savez qu'il y a eu des indemnités de départ, etc. Mhm. Moi, je suis pas, ça ne me dérange pas que des grands patrons soient bien payés, hein, c'est comme certains joueurs de foot, va-t-on dire. Mais Mhm. il faut des conséquences positives derrière. Quand on voit que malheureusement l'action est en train de s'effondrer, que l'entreprise est en train de s'effondrer. Mhm. Tu vois, je t'ai mis les chiffres là, sur le slide suivant, Mhm. juste les ventes. Parce qu'il n'y a pas évidemment moins 7,3% en 2024, moins 3,9% en 2025. Et donc là, voilà, en février, ils ont annoncé qu'il y avait une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros. Donc, pour une entreprise, 22 milliards d'euros. Ah oui. Donc, surtout, voilà, ils ont tout simplement reconnu qu'ils avaient surestimé la vitesse de la transition énergétique. Mhm. Tu vois. Donc là, c'est ça qui est dramatique. Parce que nous, on est dogmatique et on n'est pas pragmatique. Donc, quand les dirigeants politiques font ça, OK, mais quand les entreprises font ça peut être évidemment extrêmement dangereux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec une entreprise comme ça, qui était quand même un fleuron, qui est en train de s'effondrer. Donc moi, ça me fait de la peine. Et donc, Mhm. je vous ai mis sur le slide suivant, justement, la nouvelle stratégie. C'est assez fou, mais j'y croyais pas. Quand j'ai vu, je croyais que c'était une fake news. On a dit, ben, pour remonter Stellantis, on va miser sur le diesel. C'est incroyable, si tu veux. Ouais, c'est le C'est-à-dire, revirement on va dire, à oui, 360 on va degrés, là. revenir sur le diesel. Mhm. Attendez, mais c'est un truc Mhm. de fou. On nous dit non, mais il faut plus de diesel, il faut plus d'essence, il faut plus tout Ouais. ça. Tu vois, le diesel, tu vois, c'est 8,9% des ventes en Europe en 2025, alors c'était 50% en 2015. Bon, ok. Donc, comment peut-on revenir en arrière à ce point-là? Tu vois? Donc, Ouais, soit c'est on a incroyable. complètement baratiné sur l'électrique. En fait, pourquoi ils ont fait le diesel? Ben, c'est pas compliqué. Et c'est là encore, c'est un aveu de faiblesse incroyable. C'est parce que justement, sur ce segment-là, ben, il n'y a pas les Chinois. C'est ça Mhm. qui est fou, hein. Mhm. Je vous ai résumé ça sur le slide suivant. Mhm. Où en fait, pourquoi on dit, bon, ben, c'est une niche, parce qu'il y a une technologie, effectivement, diesel chez, notamment chez PSA. Donc là, au moins, il n'y a pas les Chinois, parce que les Chinois ont fait justement beaucoup, quasiment que de l'électrique. Ils ont complètement abandonné le diesel. Donc là, au moins, on n'aura pas la concurrence des Chinois et on pourra avoir justement une rentabilité meilleure. Tu te rends compte où on en est arrivé? C'est-à-dire qu'on est en train de prendre les miettes des Chinois. Ce que nous Mhm. laissent les Chinois, ils disent, bon, allez, je vous laisse des miettes le diesel. Ben, nous, on dit, ah, ben voilà, on va prendre ça pour redémarrer. C'est Non, quand c'est même. sûr que c'est catastrophique, hein, Ah et oui, ça, c'est vicieux. Et un aveu de au-delà de faiblesse l'exemple de Stellantis, terrifiant. qui est horrible pour je pense à tous les salariés qui bossent à fond pour leur entreprise, ce qui me fait de la peine, c'est de se dire, c'est quand même une tristesse incroyable. On en est revenu justement à prendre les petites miettes des Chinois. Mhm. Tu vois, c'est quand même extrêmement triste. Mhm. Donc voilà.
Tout ça parce qu'on a dit oui, oui, on va faire de 100% électrique sans penser qu'on n'était pas prêt et que les Chinois Mm, étaient bien plus compétitifs que nous. Tu vois. mm, Donc mm, mm. voilà, on a ouvert le marché à la Chine, hein. Et je te Après, rappellerai que l'année dernière, la France a dégagé un déficit bilatéral avec la Chine de plus de 50 milliards d'euros. Tu mm, vois. Alors voilà. ouais, On se plaint des Américains, mais en fait, le vrai danger, il vient effectivement de Chine. Et de puis là, Chine, on ouais, ne c'est fait vrai. rien et on est en train de sacrifier notre industrie automobile, malheureusement. Donc, je pense à tous ces salariés. Évidemment, tout ça, ça veut dire encore des salariés au chômage, évidemment des sous-traitants qui vont souffrir, donc d'autres salariés au chômage, etc. Mm. C'est très triste. Donc voilà où nos dirigeants nous ont amenés, et la France et l'Europe. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que vite on reprenne le taureau par les cordes et que la France est un grand pays. On pourra, je pense, redémarrer, mais encore une fois, il faut qu'on change complètement de stratégie, faire ce que j'appelle ma thérapie de choc bienveillante. On n'a pas le temps, mais j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Donc voilà. Donc on garde Non, mais l'espoir malgré tout, mais ça fait de la peine. Voilà. voilà, Moi, je voulais en parler parce que ça me pour- fait de la peine de voir un beau groupe comme ça, un groupe mondial, ouais, occidental, et qui est en train de non, mais s'effondrer. C'est quand même très triste. après pour finir sur peut-être une note positive, c'est que pour dire que Stellantis, au cours actuel, est vraiment très très peu cher, hein. Elle se paie même pas une fois et demie les bénéfices. On a deux fois les bénéfices. Donc, c'est la valeur évidemment la moins chère de la cote française, enfin parisienne, du CAC 40 en tout cas. Et si on croit à un retournement potentiel sur plusieurs années, on a un prix d'entrée qui est assez intéressant sur les. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aille pas non plus. Enfin, j'ai Ouais, du mais si mal tu à veux, voir un moi, je veux bien, scénario. Antoine, je veux bien, mais quand tu te dis la stratégie, elle est basée sur le diesel, Non, mais bien sûr. alors Mais tu vois, j'ai du mal ça à me voir paraît un bizarre. scénario à la Casino ou Non, j'espère pas, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, qui alors aille vers heureusement, il y a zéro. quand même beaucoup de marques. Il y a des marques Non, qui mais vont bien s'en sûr. sortir, dans toutes les Voilà, marques qu'on a voilà. évoquées tout à l'heure. Donc Hmm. heureusement que ça s'en sort. Mais moi, je suis plus inquiet pour la partie France, la partie Europe de Stellantis. Oui, 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 voilà. C'est ça qui m'inquiète, parce que derrière, Oui, moi, je oui, pense, au-delà de la microéconomie, je pense à la oui, macroéconomie, oui, oui. je pense justement à l'emploi, si tu veux. Et c'est Bien ça, moi, sûr. qui aujourd'hui m'inquiète. Hmm. Bon, on verra, on suivra ça bien sûr avec grand Évidemment, intérêt. évidemment, on fait un de Alors, près. bon, pour terminer, on va finir par les marchés. Donc, les marchés tanguent, mais ne rompent pas, effectivement, puisque là, je vous ai mis donc les performances hein, depuis le début de l'année des quatre principaux indices américains. Donc, le RTX, en fait, c'est le Russell 2000 qui, en fait, progresse le plus. Donc, on a une performance à plus 7%. Et tout en bas, on va trouver le Nasdaq à moins 1,6%. Le S&P est flat, S&P 500 est plus 0,14 et le Dow Jones plus 3. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, on a une rotation sectorielle depuis le début de l'année vers la vieille économie, entre guillemets, c'est-à-dire l'industrie, les bancaires américaines et vers les mid et small cap américaines, puisque le Russell 2000 est donc l'indice des small et mid cap, qui, on le voit quand même, a une grosse différence avec le Nasdaq, hein, puisqu'il y a une différence de 8%, et on fait des plus hauts historiques sur cet indice. Donc effectivement, donc comme je le disais, il y a plus qu'une vente massive, on a une prise de, on a donc une rotation sectorielle et une prise de bénéfices sur les 7 magnifiques, les Mac 7, puisque depuis le début de l'année, on a Microsoft qui perd 17%, Amazon 13%, Google et Meta s'en sortent un peu mieux, puisque on est sur des baisses modérées de 2,5 et 3%. Tout ça pour dire que pour l'instant, ce n'est pas le sell-off qu'on pouvait attendre, à part peut-être sur Microsoft et certaines valeurs américaines, notamment, alors je suis pas revenu là dans ce numéro, mais toutes les valeurs qui ont souffert à cause de potentiellement le remplacement de l'IA. On a le secteur des logiciels, le secteur des conseillers en gestion de patrimoine, puisqu'on voit que les nouvelles applications IA, notamment anthropiques, vont pouvoir automatiser tout ce qui était des tâches justement rébarbatives, des tâches juridiques ou des tâches administratives. Et donc ça a tout un pan de l'économie américaine est menacé. En tout cas, c'est ce a laissé entendre les prises de bénéfices sur ces valeurs. Et donc, par conséquent, eh bien, on a donc ces valeurs technologiques américaines qui sont voilà, qui baissent, mais qui pour l'instant n'ont pas on n'est pas dans un comment dire, on n'est pas dans un crack ni dans une baisse significative de la tech
américaine, puisque comme vous l'avez vu, le Nasdaq perd que, entre guillemets, 1,5% depuis le début de l'année, alors qu'on reste sur 3 années de performance à deux chiffres. Donc pour l'instant, ça tient. Les résultats d'entreprise ont été plutôt bons dans leur ensemble, mais on voit que on a quand même une nervosité, puisque la volatilité est très importante en intraday sur la bourse en général. Et donc, attention toutefois, on va surveiller ça évidemment et on verra s'il y a quand même une petite accélération baissière ou si finalement l'orage est passé et on peut repartir sur des plus hauts. Mais ce n'est pas le scénario privilégié. On a pour l'instant, en tout cas chez Itoro, on pense qu'il va y avoir encore on va dire une période de repli et de prise de bénéfices sur la tech. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut rester prudent, bien sûr, mais bon, ne l'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc voilà, quand on Ouais. a effectivement Microsoft qui fait moins 17%, Mm, bon, alors peut-être c'était survalorisé, c'est vrai, mais mm. globalement, ça pourrait quand même repartir à la hausse. Mais bon, toujours est-il qu'il y a beaucoup de risques, notamment géopolitiques, qui sont là. Donc il faut quand même rester extrêmement prudent. Et moi, je redis ce que je disais justement effectivement dans notre webinaire, hein, c'est qu'il y a quand même ce grand danger, je pense, sur la France, qu'on sous-estime. Il y a un grand danger, je pense, sur la France qui peut justement aujourd'hui, qui met en danger l'ensemble de la zone euro. Donc, toute la crédibilité évidemment de la zone euro. Donc là, faites attention également sur l'euro, parce que je sais que le dollar a quand même pas mal baissé, mais bon, alors, contre toutes les monnaies, c'est vrai, mais l'euro est beaucoup trop cher aujourd'hui compte tenu de ce qui est en train de se passer, malheureusement, dans la zone euro. Donc, on sera là évidemment pour Mm. vous dire, donc soyez quand même prudents, mais globalement, voilà, on va avoir une année 2026 je pense, de transition. Hein, il y aura effectivement pas mal de baisses un peu partout sur les marchés, mais ça pourra repartir ensuite à partir de la seconde partie de l'année. Voilà, bah, que ce sera le mot de la fin. Merci Marc pour tes Avec éclairages. plaisir, merci à toi, merci à Et vous. Donc, on est à voilà, votre disposition. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous voyez que voilà. sur Stellantis, vous voyez, comme il été très nombreux à me poser les questions, voilà, on répond à vos questions. Voilà. Donc, merci Oui, à oui, on le vous. Bonne partagera sur les continuation. réseaux. Voilà. On Et partagera puis, à ça très, très sur les bientôt. réseaux et on vous retrouve après les vacances scolaires. Voilà. Voilà, bonnes vacances pour ceux qui Bonnes partent. vacances pour ceux qui, qui partent À très également. bientôt. Au revoir.